conflits interrelationnels qui peuvent générer dans les rapports humains. Et il cherche toujours à être en phase avec les enseignants, ses adjoints. Ça, c'est une qualité du leader. Son énergie positive et son optimisme sont contagieux. Quatrième qualité, les leaders instaurent un climat de confiance par la franchise, la transparence et la reconnaissance des mérites de tous. On ne peut pas être un bon leader si on n'est pas franc. Personne ne va te suivre. Donc si vous voulez rester dans le cœur des gens, il faut rester franc, il faut être sur de grandes vertus. Il faut être transparent. Quelqu'un qui est franc n'a pas peur de la transparence. Et il faut aussi reconnaître le mérite des gens. Tout seul, on ne peut rien. C'est toujours ensemble. Ceux qui sont avec vous, il faut reconnaître leur mérite. Ça, souvent, ça suffit pour motiver la reconnaissance. Dites souvent merci. Merci de venir. Parce que vous provoquez des réunions. Les gens se déplacent. Ils consomment leur carburant. N'oubliez jamais de dire merci. C'est important. Cinquième qualité du leader, le leader a le courage de prendre des décisions impopulaires et de suivre son instinct. Ça, c'est important parce que toutes les décisions, comme on dit, les grands responsables sont là pour prendre des décisions difficiles. Et le leader, c'est un grand responsable quand il a la conviction que la décision qu'il doit prendre peut impacter positivement dans l'avenir son organisation. Il est tout à fait normal qu'il affronte les problèmes. Il ne faut pas chercher à les contourner tout le temps. Parce que le leader est vrai, il laisse des traces. Ce n'est pas quelqu'un de théorique comme ça, il passe. Non. Le leader sonde et questionne chacun avec une curiosité qui frise le scepticisme. Il s'assure que l'on répond à ces questions par des actes. Donc, c'est un peu ce que nous avons demandé dans notre groupe de travail. Il faut dire les choses avec précision. Si on a une seule carte de vendue dans la cellule, il faut dire qu'on a vendu une seule carte. Mais il ne faut pas dire qu'on a vendu 4 cartes. Ça, c'est flou. Il faut apprendre à être suffisamment précis. Le leader donne envie par son exemple de prendre des critiques et d'apprendre. Le leader sait fêter la victoire. Donc, ça c'est le dernier élément aussi est très important. Le leader sait fêter les victoires. Parce que c'est le leader qui engage sa communauté dans une activité. Maintenant, quand les résultats commencent à faire jour, c'est important de s'arrêter et de fêter ces résultats. C'est encourageant pour toute l'équipe, ça les motive. Donc ça, ce sont un peu le travail du leader. Convenez avec moi que le leader a beaucoup de travail à faire. Donc, je vais passer très rapidement. Peut-être que la phase question, on va y revenir. Mais il va aussi avoir, j'allais dire, une réaction de mon collègue, le DAE adjoint. Il va faire une contribution par rapport au leadership. Parce qu'il le pratique tous les jours. Il a fait la formation sur ça, beaucoup de formations sur ça. Donc il va aussi partager ses expériences avec nous. Même dans l'équipe, s'il y a des expériences qui méritent d'être partagées, c'est vraiment le lieu, parce que nous sommes en andragogie. C'est la formation des adultes, c'est les échanges. Diapo suivant.
Bon, on arrive au style des leaders. De leadership. Un leader doit adopter le style le plus adapté à la situation. L'objectif d'un leader consiste à accroître progressivement le niveau de maturité de ses collaborateurs afin de développer leur autonomie dans le travail. L'autonomie s'entend ici par le croisement de la compétence et de la motivation. Quelques styles de leadership sont retenus. Ah, oui, vidéo, diapo suivant. Donc ça, c'est le premier style de leadership. Le style directif. Le rôle, c'est structuré. L'attitude du leader, le leader donne des instructions précises et surveille de près l'exécution des tâches. Prise de décision, le leader prend les décisions. Je décide. Ça, c'est le style directif. Les mots-clés pour ce style-là, c'est l'organisation, la planification, le contrôle. Donc là, c'est le style directif. Le leader, il donne des instructions, il contrôle l'exécution des instructions. Il y a un autre style qu'on appelle le style persuasif. Le rôle, c'est mobiliser. Attitude du leader. Le leader donne des instructions précises et surveille de près l'exécution des tâches. Mais il explique ses décisions, sollicite des suggestions, encourage les membres de son équipe. Donc, à la différence du premier style, au moins ce leader cherche à convaincre. Il explique ses décisions, sollicite les suggestions. Il reste un peu ouvert. Prise de décision, le leader prend des décisions. Lui aussi prend des décisions. Les mots-clés, explication, persuasion, conviction. Le troisième style, c'est le style participatif. Le rôle, c'est associé. Attitude du leader. Le leader partage avec son équipe la responsabilité de la prise de décision. Il écoute, parle peu, travaille sur un pied d'égalité avec ses collaborateurs. Prise de décision, les collaborateurs participent à la prise de décision. Ce n'est plus je décide, mais c'est nous décidons. Mots-clés, écoute, conseil, négociation. Vous voyez déjà avec ce style, il y a le conflit qui diminue. Parce que ce n'est pas je, mais c'est plutôt nous. Le style délégatif. Rôle, c'est responsabiliser. Attitude du leader, le leader transmet à ses collaborateurs la responsabilité de la prise de décision. Une délégation. Il reste tout en étant disponible si l'équipe le sollicite. Prise de décision, les collaborateurs prennent les décisions. Vous décidez. Donc c'est complètement délégué. Mots-clés, responsabilité, initiative et délégation. Voilà les 4 principaux styles de leadership. Je vais passer au point 4, le rôle du leadership dans le contexte de l'éducation. Les recherches démontrent qu'il n'existe pas un seul cas prouvé d'école qui parvient à orienter les résultats de ses élèves sur la réussite en l'absence d'un leadership de talent au sein de l'école. Donc on ne peut pas
avoir la réussite sans que les responsables de l'école fassent montre d'un leadership de qualité. Ce n'est pas possible. Ça, c'est tiré du guide pour les leaders scolaires et les leaders du système de l'Institut de leadership en éducation. Cela démontre l'existence des liens directs et puissants entre la qualité du leadership et l'amélioration des résultats des élèves. La même source documentaire estime que le leadership vient tout juste après l'enseignement en ce qui concerne l'influence qu'il exerce sur les résultats des élèves et sur la réussite des objectifs critiques. Leurs travaux de recherche démontrent que les directions jouent un rôle critique dans le développement de l'excellence dans l'enseignement, de l'excellence dans les écoles et en fin de compte dans l'amélioration des résultats des élèves. Que les agents de supervision jouent un rôle essentiel en instaurant des pratiques et des procédures de soutien pour les leaders scolaires et les leaders du système, et en assurant un leadership critique à l'échelle du système. Dans le contexte malien, dans le contexte de notre système éducatif malien, les agents de supervision sont représentés par le corps des inspecteurs et les corps du système. Et les agents du système pourraient être les cadres, l'autorité centrale et ou l'autorité déconcentrée, les gestionnaires du ministère de l'Éducation, cadre de l'académie, cadre du centre d'animation pédagogique, etc. Donc, ce qui montre toute l'importance de ce concept-là en éducation. Maintenant, pour finir, on va parler un peu des domaines d'exercice du leadership en milieu scolaire. Les pratiques en leadership sont les actions, les comportements et les fonctions qui, selon la recherche et l'expérience professionnelle, ont des effets positifs sur les résultats des élèves. Les compétences en leadership sont les habilités, les connaissances et les attitudes des leaders efficaces, scolaires ou du système. Les pratiques et les compétences en leadership sont divisées en 5 domaines. Donc, en éducation, il y a 5 domaines sur lesquels le leader doit travailler. 1. Établir les orientations, c'est-à-dire la vision. Ça, c'est le travail du leader de l'éducation. Il revient au leader de préciser l'orientation, là où on veut amener l'équipe. Deuxième élément, nouer les relations et développer la capacité des gens. Donc, le leader, c'est un relationnel. C'est quelqu'un qui travaille pour avoir de bonnes relations avec les gens, parce qu'il travaille sur l'humain. Et ça ne peut pas fonctionner. On a 1000 raisons pour ne pas faire une tâche. Donc, quand on est leader, on travaille beaucoup sur le relationnel pour avoir de meilleures relations autour du travail. Ça, c'est la clé pour atteindre les objectifs. Sinon, s'il y a un conflit, comme on le dit, une seule graine de sable, ça suffit pour faire couler tout un barrage. Développer la capacité des gens dans la collaboration. Très souvent, ceux qui se fâchent, c'est des personnes qui ont des handicaps, qui ont des déficits. Donc, il faut travailler par la formation à les outiller pour qu'ils aient la même vision que toi, qu'ils partagent ta vision des choses. 3. Mettre au point l'organisme. Donc, le leader, c'est quelqu'un qui travaille pour que son organisation soit le mieux au point, son équipe école, si c'est une école, un établissement, pour que ça puisse fonctionner au moins administrativement et sur tous les plans. Les leaders à l'école,
c'est aussi un dirigeant pour le programme d'enseignement. On ne peut pas rester directeur d'établissement et ne pas connaître ce que les enseignants enseignent, le programme qu'ils doivent enseigner. On ne te demande pas, étant un professeur de maths, d'être un spécialiste en français. Mais il faut connaître le déroulement, il faut connaître un peu la didactique, avoir des notions dessus, de programme, il faut connaître. C'est en ce moment, quand vos adjoints, les enseignants savent que vous avez la maîtrise de tout ça, vous allez forcer leur respect. Vous allez avoir un bon climat de travail autour du travail parce que ça serait fait autour de la confiance. Et le dernier point, c'est assurer l'imputabilité. Parce que tout ce qu'on fait a un prix. C'est bon d'avoir des orientations, mais il faut aussi faire le point sur ses moyens et adopter la stratégie la plus adéquate pour atteindre les objectifs. C'est pourquoi il faut être suffisamment comptable, le leader, pour que rien ne vous bloque pour atteindre vos objectifs. Chaque domaine s'illustre au moyen de pratiques, d'habilités, de connaissances et d'attitudes pertinentes. Donc, ce sont ces quelques lignes-là. J'avoue, pour un atelier d'un jour, c'est difficile de dépasser ça, que j'ai concocté pour vous. Et je me prête à vos questions pour qu'on puisse, si possible, si nécessaire, en discuter. Je vous remercie. Merci, M. le Président. Merci. Alors, vous allez écouter moi, d'abord, à mon niveau, je n'ai pas le même document. Ah oui. Je ne sais pas si je suis le seul. C'est général. Il y a des pages qui sont publiées quelque part. C'est pas le même. Ce qu'il a dit. Oui. Ça, c'est des problèmes. C'est mal agrafé. C'est mal agrafé. C'est mal agrafé. L'enseignement de quartier. J'avais été informé par rapport à cette activité et il était prévu que je vienne plutôt poursuivre le déroulement de la journée avec vous, mais pour des contraintes qui ne dépendent pas toujours de nous seuls, je me suis retrouvé en situation de retard. Il était prévu initialement que je présente quelque chose sur le leadership, mais j'ai eu peur de préparer quelque chose et de venir me présenter, ne sachant pas d'avance le profil des participants. Donc je me suis dit que je vais venir ici, suivre avec les gens un peu avant de prendre la parole, en essayant d'adapter mon propos à au profil, si vous permettez que je parle ainsi. Avant d'aborder la thématique, je voudrais saluer M. Keita pour son leadership. Je l'ai connu à tout hasard lors d'une formation en ligne que nous avions entamée ensemble sur l'ingénierie. C'est bien cela là. On a oublié ce qu'on a appris. L'ingénierie de la formation, c'est-à-dire comment créer et animer, concevoir et animer des modules pour adultes. On s'est connus à cette occasion et plus tard on s'est retrouvés pour une autre formation, cette fois-ci en gestion des systèmes éducatifs pour le compte de l'Université Senghor d'Alexandrie. Et j'avoue que chaque fois que j'ai eu l'occasion de travailler avec lui, j'ai retenu de lui la passion qu'il a pour la condition enseignante. C'est avec beaucoup de passion, avec beaucoup de détermination qu'il agit pour faire changer les choses. Et faire changer les choses, c'est justement ce qu'il faut comprendre par le terme leadership. Le leadership n'est autre chose que de conduire, que de diriger. Or, quand on parle de diriger, cela suppose qu'il y a des gens qui suivent. Et les gens suivent pourquoi? Les gens suivent parce qu'ils se disent qu'il y a un objectif que l'on s'est fixé, on veut créer des changements positifs. Le leadership, donc, a pour mission de créer dans un environnement donné
des changements positifs durables. Chaque fois que votre action n'a pas pour finalité la création de changements positifs et des changements durables, vous n'êtes pas dans le registre de ce que l'on appelle le leadership. Et cela suppose une vision. Les membres de votre équipe doivent connaître la vision que vous êtes fixée et ils doivent la partager. Pour que cela soit partagé, il faut que cette vision soit déclinée en objectifs. Des objectifs spécifiques, des objectifs mesurables, des objectifs que l'on peut mettre dans le temps. Tant que ce n'est pas clair pour tout le monde, ce sera du pilotage à vue. On va passer son temps à courir dans tous les sens. Et le moment venu de faire le bilan, on se rend compte que l'on n'a rien obtenu parce que rien de solide n'avait été annoncé dès le départ. M. Keita a parlé de quelque chose de très important. Il faut se fixer des objectifs et il faut dégager des moyens par lesquels on envisage atteindre ces objectifs. Prenons le cas de deux personnes différentes. L'un a des objectifs, en début de journée, il se dit je dois faire telle chose. L'autre n'a pas d'objectif, il sort de chez lui le matin, il passe la journée à se promener et il arrive des moments dans la journée où les deux se rencontrent. Celui-là qui a des objectifs fixes entraîne l'autre avec lui. Viens m'accompagner ici, parce que lui, il a quelque part où aller. Mais toi, tu le suis parce que tu n'as pas d'objectif. Si tu as des objectifs, tu allais lui dire non, j'ai prévu de faire ceci, j'ai prévu de faire cela, et on ne va pas se suivre inutilement. Donc, il est important de se fixer des objectifs dans tout ce que l'on fait. Et en tant que directeur d'école, au niveau de notre école, nous devons nous fixer des objectifs et les atteindre. Comment on peut s'assurer qu'on atteint ces objectifs-là? Il faut tout simplement programmer en tant que directeur d'école des cadres de concentration avec les autres acteurs de l'école. Aujourd'hui, le contexte est que nous ne pouvons pas évoluer seuls en tant que directeur d'école au sein de notre institution. Il y a les parents d'élèves, il y a les comités de gestion scolaire, il y a les collectivités, il y a les ONG, il y a d'autres partenaires. On est obligé de tenir compte de tout cela. On peut programmer un cadre de concertation au début ou à la fin du trimestre. On peut programmer une réunion ou une assemblée générale d'analyse des résultats scolaires. C'est l'occasion de faire un diagnostic précis de notre établissement, de sa situation, fixer des objectifs respectifs. Maintenant, en tant que leader, en tant que directeur, on doit se objectifs, mais on doit également évoluer sur la base de certaines valeurs. Il y a des valeurs fondamentales qui caractérisent le leader, des valeurs qui déterminent un leader qui marque. Les gens sont différents, on retient telle personne dans le passé, on le retient de lieu en lieu, souvent même là où il n'est jamais arrivé, on parle de lui, c'est parce que les gens se fixent des objectifs, mais aussi parce qu'ils évoluent avec des valeurs. Et la première valeur qu'il faut se donner en tant que directeur, c'est le respect. Il faut se respecter. Il faut respecter les autres et il faut respecter les textes qui régissent dans le domaine dans lequel nous évoluons. Un directeur qui ne respecte aucun texte est toujours en conflit avec la hiérarchie et les autres partenaires. Un directeur qui ne respecte pas ses collègues a toujours des difficultés avec son personnel. Et naturellement, quand il ne se respecte pas, on ne peut rien attendre de lui. Et la deuxième valeur, c'est l'intégrité. Il faut que l'on soit intègre, que l'on respecte la chose publique, que l'on respecte les objectifs qui sont assignés à notre mission. En tant que directeur d'école, nous avons une mission d'organiser l'enseignement. Et l'enseignement qui est dispensé par nos collègues, quelle en est la finalité? C'est de préparer des citoyens engagés et conscients de demain. Si nous manquons d'intégrité, nous n'allons jamais créer les conditions pour que les enfants apprennent. Et si les enfants n'apprennent pas, la responsabilité retombe sur nous en tant que directeur d'école. Autre valeur, c'est le service. Il faut être au service des autres. Et c'est quand on se met au service des autres que l'on peut être soi-même servi. Mais quand on veut tout gagner tout de suite et seul, imaginez le climat
climat que nous créons autour de nous, est-ce que notre équipe va s'engager? Il ne va jamais s'engager. Nous serons comme celui-là qui pense qu'il est un arbre solide et qui ne tombera jamais, mais qui a tellement de fourmis, tellement de termites à côté qui rongent que finalement l'arbre tombe. Il faut donc être au service des autres et c'est en ce moment que l'on va se rendre compte que les autres de façon spontanée se mettent à notre service. On peut appeler des gens à n'importe quelle heure pour leur demander un service, ils le feront s'ils sentent que vous-même vous êtes engagé pour eux. Mais un directeur d'école qui ne peut pas rendre un service quelconque à ses adjoints ne peut pas lui dire « fais-moi le relevé de telle classe ». On ne peut pas. Ça devient difficile. Mais quand l'adjoint se rend compte que vous êtes en train de fournir des efforts pour lui, pour qu'il se développe sur le plan professionnel, pour qu'il se sente à l'aise au sein de l'école, pour que ses rapports sociaux soient de meilleurs, ils sont capables de se sacrifier pour vous. Vous pouvez même leur déléguer des tâches, vous occuper d'autres choses et revenir trouver à l'école que les choses se déroulent normalement. Mais pour ce faire, il faut que vous-même vous soyez au service des autres. La dernière valeur que l'on doit s'accorder en tant que leader, en tant que directeur, c'est l'excellence. Il faut que notre école soit au sommet, en engageant les ressources de l'école, en motivant notre équipe, en sensibilisant la communauté, en ayant l'adhésion de tous autour de nous. Il n'y a pas de raison que les résultats de notre école ne changent pas. Mais encore une fois, ça demande du courage, ça demande de l'abnégation, ça demande du don de soi. Il ne faut jamais se préoccuper de soi-même, vouloir être le seul à tirer profit des opportunités qui se présentent à l'école. Il faut penser à l'avenir de ces enfants qui nous sont confiés. Il faut penser au climat de collaboration que l'on doit instaurer avec les collègues. Il faut penser à l'avenir du système qui nous utilise. Parce que si on ne se préoccupe pas de l'avenir de ce système, on le met en danger, on le grève et finalement, c'est nous-mêmes qui nous retrouvons sans emploi. Parce que s'il n'y a pas d'élèves, s'il n'y a pas d'enseignants, je crois qu'il n'y a pas de directeur. On n'a jamais vu quelqu'un qui est nommé directeur d'école pour aller s'occuper des livres ou pour aller gérer les tables bancs comme ça. On est directeur, c'est pour nous occuper. Nous sommes directeurs pour nous occuper des élèves et des enseignants. Et je parlais donc de résultats, mais en tant que directeur d'école, nous ne devons pas nous préoccuper seulement des résultats, il faut tenir compte des relations de collaboration avec les autres acteurs. Il y a des mathématiciens ici, n'est-ce pas? Les mathématiciens parlent de l'axe des abscisses et de l'axe des ordonnées dans le repère orthonormé. Ça monte dans un sens et de l'autre côté, ça va horizontalement. C'est la même chose quand on est directeur d'école, on est amené à manager un système et à ménager les intérêts. C'est assez important que chacun se le tienne pour dit. On tient compte des résultats que l'on doit atteindre, on tient compte également des relations que l'on doit avoir avec les collaborateurs. Si par exemple on privilégie seulement les résultats seront obtenus. Mais comment? Dans quel climat? Et si on décide de privilégier seulement les relations, on aura de bonnes relations avec les collègues, mais à quel prix? Il faut savoir faire un juste dosage de l'objectif que l'on s'est fixé, de bons résultats et des relations que l'on veut tisser avec les collègues. On tient compte des relations, on tient compte des objectifs, des résultats à atteindre. Parce que si on n'a que les résultats, les collègues vont dire que c'est un dictateur. Mais lui, il a